5 questions A. Arthur Kenney. La reconquête du nord-est syrien par Damas. Depuis le début de l'année 2026, on observe une intensification des attaques des forces pro-gouvernementales contre les forces démocratiques syriennes dans le nord-est de la Syrie. Quels sont selon vous les objectifs de Damas, notamment depuis les négociations commencées avec cette milice kurde depuis le 10 mars 2025 ? Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, l'objectif poursuivi par Damas dans les négociations avec les forces démocratiques syriennes tenues par les Kurdes, l'objectif est de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Donc c'est un vrai appel à la souveraineté de l'État sur l'ensemble de l'espace national syrien qui vise à mettre fin à la guerre civile et à terminer la révolution. Le problème, c'est que Damas fait face à une opposition des Kurdes qui, le leadership kurde qui lui veut plutôt promouvoir une cogestion de ces territoires. Et là, on touche toute la contradiction du projet politique kurde dans le nord-est syrien, c'est-à-dire le contrôle de zones à 70 à 80% arabes contrôlées par une minorité de cadres kurdes. On parle des villes, par exemple, de Raqqa, de Manbij, d'Assaké, de la région d'Erezor. Et tout cela, évidemment, mettait en porte-à-faux le projet politique du nord-est syrien et poussait Damas donc à renforcer ses velléités de reprise de contrôle de ce territoire. Le 10 mars, ce sont des discussions qui s'engagent donc entre les Kurdes et le pouvoir et les autorités, le gouvernement de Damas. Ces discussions échouent. Pourquoi? Parce qu'elle porte justement sur 2 choses très différentes. Damas qui veut reprendre le contrôle du territoire et des forces de sécurité dans ces endroits, et les Kurdes qui, eux, visent en fait des discussions plutôt thématiques sur 12 grands thèmes, les services publics, l'éducation, la politique locale, la gouvernance. Finalement, Damas accepte beaucoup de concessions, mais reste inflexible et très consistant sur cette volonté de redéploiement sur l'ensemble du territoire. Donc, on a donc trois sessions, trois étapes dans ces négociations. La première, ça va être porté sur une douzaine de points à partir du 10 mars, qui sont discutés dans différentes commissions. Ensuite, à partir de juillet, Damas va vouloir pousser les Kurdes à laisser la région de Deir ez-Zor revenir sous le giron de Damas. Les Kurdes vont donc botter en touche en proposant une cogestion de la région de Deir ez-Zor avec Damas. Et finalement, Damas revient à partir de septembre-octobre sur des discussions sur le militaire, c'est-à-dire l'intégration des forces démocratiques syriennes dans l'armée syrienne. Et là encore, les Kurdes font valoir la cogestion de ces forces et un modèle de gouvernance mixte. Cela, Damas le refuse, et c'est finalement au début de l'année 2026, en janvier, que Damas, face à l'escalade constante des affrontements entre zones kurdes et forces de Damas déployées notamment près de la région de Raqqa et dans la ville d'Alep, que Damas va décider de mettre fin aux discussions et d'employer la force pour reprendre le contrôle de ces territoires. Quel a été le rôle des forces tribales dans cette offensive ? Comment analysez-vous la fragmentation actuelle des tribus arabes dans le nord-est ? Le mécontentement local contre l'administration des FDS est-il devenu le levier principal de Damas pour retourner quelques membres des tribus qui combattaient aux côtés des FDS et ainsi reprendre pied à l'est de l'Euphrate ? Le rôle des tribus en tant que tel a été minime dans la reprise, la reconquête de ces territoires. Damas a davantage joué sur les contradictions internes du projet politique du nord-est syrien, c'est-à-dire le fait que 20% de Kurdes, de cadres kurdes contrôlent 80% de population civile arabe sunnite. Et de plus, Damas a joué sur le modèle néocolonial entrepris par le mouvement kurde pour contrôler ces territoires. Pour comprendre cela, il faut revenir sur la manière dont la conquête de ces territoires s'opère à partir de 2014, lorsque la branche syrienne du PKK va, avec le soutien de la coalition internationale, reprendre progressivement le contrôle de ce territoire. Et donc, c'est des combats qui durent entre 2014 et 2019. Et c'est des combats qui sont permis uniquement parce que la branche syrienne du PKK va réussir à recruter un contingent arabe extrêmement important. On parle environ de 13 000 morts côté forces démocratiques kurdes syriennes durant ces combats contre l'État islamique entre 2014 et 2019. Eh bien, une grande majorité de ces combattants tués au combat sont d'origine arabe.
La question qui se pose pour ces populations arabes qui rejoignent les forces kurdes dans la lutte contre l'État islamique, c'est pour elles bien sûr une question de survie. Mettre fin à la tutelle, à la dictature, au régime autoritaire de l'État islamique sur ces territoires, mais également continuer la révolution et ne pas permettre au régime syrien de Bachar al-Assad de revenir sur ces territoires. Évidemment, à la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, la situation change de tout au tout. Une vraie alternative, un vrai moment d'ouverture politique se fait à Damas, et la tutelle kurde, qui est extrêmement violente, brutale et autoritaire sur ces populations, n'a plus lieu d'être. Et on se retrouve dans un moment où ces populations ont commencé à manifester, à vouloir certaines rejoindre les zones tenues par les nouvelles autorités de Damas. Et les Kurdes, face à cela, vont engager une répression extrêmement farouche dont on découvre en ce moment l'ampleur avec l'ouverture des prisons dans le nord-est, dans les territoires libérés par Damas. Et donc, ce qui se passe à partir du 11 janvier 2026, lorsque Damas entreprend de monter son armée et d'avancer sur ces territoires du nord-est syrien, on assiste en fait non pas à des combats pour reprendre ces territoires, mais à des insurrections locales. On n'est donc pas du tout dans un modèle de mobilisation tribale comme on avait vu contre Soueda en juillet 2025, où là on a une FASA, donc une mobilisation tribale d'ampleur sur l'ensemble du territoire syrien, avec un jeu de conflits entre tribus bédouines et tribus druzes à Soueda. À l'opposé de ça, dans le nord-est syrien, on assiste à une réelle mobilisation locale, spontanée. Évidemment, Damas a entrepris auparavant de prendre contact avec certains leaders communautaires, avec des chefs arabes des forces démocratiques syriennes. Mais quand on étudie les éléments mobilisateurs au niveau local, on s'aperçoit que c'est davantage d'anciens combattants de l'armée libre syrienne de 2012-2013 ou d'anciens cadres, souvent de ces zones, qui ont quitté ces zones pour se réfugier à Idlib pendant la guerre civile, qui reviennent et qui mobilisent les premiers groupes qui vont faire le coup de feu contre les forces démocratiques syriennes dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier, quand l'insurrection commence. Donc on est dans un modèle où à chaque fois on voit une insurrection, comme à Deir ez-Zor, à Raqqa, mais également dans d'autres villes, et ensuite une armée syrienne qui se redéploie souvent avec plusieurs heures de retard, voire des fois plusieurs jours de retard, pour sécuriser la zone. On est donc dans une mobilisation qui vise justement, qui est nourrie par la répression kurde et qui vise une ouverture face au projet kurde. Un mot pour finir. Dans les régions kurdes, on voit également s'il y a une mobilisation kurde très importante qui s'oppose au retour de Damas, qui est vu comme, avec beaucoup de crainte, comme la possibilité de massacres et de violences communautaires contre les Kurdes. Les populations kurdes qui se mobilisent également contre le PKK. Et c'est un point à noter, c'est que actuellement, dans le nord-est syrien, population arabe et population kurde ont pour socle commun dans leur mobilisation un rejet du projet politique du PKK. Et c'est là-dessus, c'est sur cette base-là que vont être négociés l'accord du 29 janvier dernier. Avec la reprise de centres urbains stratégiques comme Raqqa, ville arabe à 90%, le 18 janvier 2026 par les forces gouvernementales, les FDS semblent désormais acculés dans leur bastion de l'Est. Face à ce rétrécissement territorial, quelle est la marge de manœuvre restante du commandement militaire kurde, et ce, notamment après l'accord global trouvé le 29 janvier 2026 entre le gouvernement et les FDS, qui prévoit l'intégration progressive des forces et de l'administration de la zone autonome kurde au sein de l'État syrien, tout en leur octroyant un certain contrôle sur Hasakeh. Est-ce que cela signifie la réussite d'une Syrie territorialement unifiée et donc la fin du rêve kurde de posséder un territoire autonome? L'accord conclu le 29 janvier est un bon accord pour la population kurde. Il signe en revanche la défaite politique et militaire du PKK en Syrie. L'accord prévoit notamment donc la protection des zones kurdes, reconnaissance des droits culturels et politiques qui ont été actés par le président syrien déjà il y a 2 semaines de ça, au début de l'offensive contre le nord-est syrien. L'accord vise également l'intégration de 3 brigades kurdes pour la région de Hasakeh et une brigade pour Ain al-Arab Kobané. Euh, c'est un accord extrêmement important parce qu'il va permettre en fait aux Kurdes de s'intégrer malgré la gouvernance et le modèle politique alternatif qu'ils avaient mis en place dans leur zone, d'intégrer les fonctionnaires
de l'administration autonome du nord-est syrien et également des anciennes forces de sécurité locales, les Assaïch, et des forces combattantes, notamment les YPG, dans les institutions de l'État syrien. C'est déterminant parce que le Damas s'est engagé à ne pas faire intervenir l'armée syrienne dans les régions majoritaires kurdes. Actuellement, l'armée syrienne prévoit de se retirer de la ligne de contact aux abords de Hasakeh et également de se retirer des abords de Ain al-Arab Kobané pour favoriser l'entrée de la sécurité générale, c'est-à-dire les forces de sécurité de Damas dans ces zones, en collaboration avec les forces de sécurité kurdes locales. L'accord prévoit également le retour de Damas dans les zones gazières et pétrolifères du nord-est de la Syrie. Le leadership kurde syrien a donné son accord pour ce redéploiement. Damas va également reprendre en main la frontière avec la Turquie et le poste frontière, le point de passage de Simalka avec le Kurdistan irakien. Mais ce point de passage de Simalka va rester ouvert, ce qui garantit au nord-est syrien une ouverture et un point de ravitaillement névralgique avec le Kurdistan irakien. Enfin, le leadership syrien a la main sur les nominations des principaux cadres kurdes qui sont à la tête de la région de Hasakeh, mais également au sein du ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Et donc, ça leur donne une garantie de pouvoir suivre de manière méticuleuse l'application de l'accord. Finalement, Damas n'a pas tellement les moyens de forcer l'entrée dans les régions majoritaires kurdes, donc on ne craint pas à ce stade de déploiement massif comme on a pu le voir sur la côte ou à Soueda en juillet 2025, où sinon que des massacres avaient eu lieu du fait du peu de discipline et des revanches identitaires de la part des troupes syriennes. Actuellement, donc, dans les régions kurdes, on est donc une passation, une transition politique très, très différente. Enfin, la question des ressources se pose. Et en fait, on s'aperçoit que les forces démocratiques syriennes étaient largement subventionnées par la coalition internationale, par les fonds de financement américains notamment, et que donc il fallait trouver une alternative à ces financements. Or, le fait que environ 20 000 combattants et peut-être une dizaine de milliers ou plus de forces de sécurité kurdes vont recevoir des salaires de par Damas, c'est également une victoire parce que ça sécurise évidemment ces politiques enfin, ces forces locales. De la même manière, et c'est le dernier point, de la même manière, les employés civils de l'administration autonome du nord-est syrien sont toujours au travail, y compris dans les régions arabes du nord-est syrien reprises par Damas, comme Deir ez-Zor et Raqqa. Et Damas s'est engagé, après un vetting évidemment et vérification des qualifications des uns et des autres, à reprendre l'ensemble de ces fonctionnaires dans dans le corps étatique. C'est extrêmement important parce que le nord-est syrien comptait environ 150 000 fonctionnaires et c'est donc évidemment une force de travail significative parmi la population active. Et évidemment, la stabilisation de la zone passe par des institutions dont le fonctionnement est effectif. Quel rôle incombe aux États-Unis dans la récente offensive des forces gouvernementales syriennes? Peut-on considérer que l'administration Trump a laissé tomber son allié de longue date, à savoir les FDS? Et comment voyez-vous le positionnement de la Turquie sur ce dossier? Ni les Américains, ni les pays membres de la coalition internationale qui soutenaient les forces démocratiques syriennes n'ont trahi les Kurdes. Dans le sens où, depuis décembre 2024, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les messages envoyés au leadership kurde syrien sont très clairs et leur demande de s'intégrer au projet national syrien, disant que le nord-est syrien n'a plus lieu d'être, sitôt que la politique dominante est la réunification du pays et la reconstruction de l'État syrien. Le leadership kurde syrien est également conscient de cette orientation stratégique de ses partenaires et accepté dans ce cadre les discussions avec Damas en vue de une réintégration. On ne peut donc pas parler de lâchage, au contraire, la coalition internationale et les Américains ont porté à bout de bras le leadership kurde syrien pour l'aider à négocier jusqu'au bout avec Damas. Or, ces négociations n'avançant pas, et surtout une escalade militaire sur le terrain étant continue depuis la chute du régime Bachar al-Assad, euh, évidemment, on allait vers une situation extrêmement tendue où les discussions n'avançant pas et de l'autre côté, des clashs de plus en plus répétés,
laisser la situation se tendre et donc on pouvait craindre des affrontements. Actuellement, donc l'effondrement des forces démocratiques syriennes et du projet politique du nord-est syrien est dû, donc comme on l'a dit, à une insurrection locale. Et donc le nouveau rapport de force qui s'établit, finalement, c'est un rapport de force qui s'est établi sans combat majeur, avec très peu de tensions ethniques sur le terrain, même s'il y a eu des pillages de maisons kurdes ou des Kurdes qui ont pu perdre la vie des civils en rentrant, en essayant de s'échapper, en tombant sur des checkpoints ou des choses comme ça, la nuit et donc au milieu de combats, et donc ont perdu la vie. On est donc dans le transition de zone qui s'est passé globalement pacifiquement. Et donc cela renforce évidemment ce narratif de retour de l'État dans la zone et donc de comment intégrer les régions kurdes au nouvel État syrien. Actuellement, donc, les Américains, là où ils ont peut-être, on peut parler de lâchage et de retournement en tout cas, ça a été à partir du début du mois de janvier, où dès que les combats ont commencé à Alep, les Américains, au lieu de tenter de calmer les choses, de s'interposer, ont tout de suite pris le parti de Damas et donc ont finalement donné quelque part une ligne, un feu vert à Damas pour lancer cette opération contre le nord-est syrien. Il était clair que les Américains n'allaient pas engager leurs forces sur le terrain pour stopper l'avancée des troupes de Damas. Et donc, c'est ce qui a poussé le gouvernement syrien à maximiser ses chances et à tenter de s'approcher donc de la ville de Raqqa et ensuite mettre sous pression le sud de l'Euphrate, ce qui a provoqué l'insurrection dans les zones du nord syrien où les populations étaient à bout et rêvaient depuis longtemps du retour de l'État. Donc ce retournement américain, en fait, a envoyé des signaux à Damas que finalement une transition pouvait avoir lieu dans le nord-est syrien. Après, ça a été tout le pari du président syrien de lancer cette opération. Son pari, c'était que l'opération serait très courte et qu'en quelques jours, l'effondrement du nord-est syrien permettrait un nouveau rapport de force et donc d'avancer dans les négociations avec le leadership kurde syrien. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, pourquoi l'armée syrienne n'avance plus? Parce qu'elle est consciente que l'entrée dans les régions kurdes posera des questions de nombreuses violences. Donc il est hors de question pour le gouvernement syrien de rentrer par la force dans les régions kurdes syriennes. Et donc on voit là donc le retour à des négociations et cet accord du 29 janvier qui va permettre de continuer donc une transition pacifique dans et l'intégration des régions kurdes à l'État syrien. Cette offensive a fait ressurgir en Europe la peur d'une résurgence de l'organisation terroriste État islamique, notamment depuis la prise du camp Al-Hol le 21 janvier 2026 par l'armée syrienne. Estimez-vous que cette offensive profite à une réorganisation de l'EI? Donc l'État islamique en Syrie est très affaibli. On parle peut-être de 1000 à 1500 combattants sur l'ensemble du territoire. Là où l'État islamique était le plus fort et avait repris une véritable guérilla depuis plusieurs mois, c'était dans la région des Résors, dans la partie contrôlée par les forces démocratiques syriennes, au nord de Deir ez-Zor. L'État islamique pouvait mener des actions de guérilla parce que la répression kurde donc créer de facto un rejet des populations, des institutions et des forces de sécurité en place, et donc un manque de coopération évident. Donc l'État islamique avait une marge de manœuvre énorme pour mener des attaques, mais il savait que les gens allaient hésiter à dénoncer des membres de l'État islamique qui pouvaient passer dans le coin parce qu'ils avaient peur d'être visés par les Kurdes, arrêtés pour collaboration avec l'État islamique. Et également, c'était des populations qui faisaient pas confiance aux forces kurdes pour les protéger. Il y avait beaucoup de corruption, et donc voilà, beaucoup de passivité de la population. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que le déploiement des forces de sécurité syriennes dans cette zone renforce la sécurité. Pourquoi? Parce que la population les accueille. L'insurrection locale s'est faite de manière extrêmement coordonnée avec l'arrivée des forces de sécurité et et le déploiement de l'armée syrienne dans la zone. On voit des soldats qui sont accueillis par la population, on voit des gens qui collaborent pour la remise en place de nouvelles institutions et finalement une espèce de mouvement unitaire qui évidemment laisse beaucoup moins d'espace à l'État islamique pour opérer. Alors maintenant, si on pose la question des prisons, donc les centres de détention, deux centres de détention là,
celui de Raqqa et celui de Shadadeh, la transition a été extrêmement chaotique. Chaotique pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'accord de transition entre le leadership kurde syrien et Damas a fait que finalement, les gardes donc à Raqqa ont pris en otage les détenus pour obtenir un sauf-conduit, négocier la libération de certains prisonniers qui avaient été faits pendant la chute de Raqqa. Et donc, évidemment, ça a mis sous tension le contexte de la prise de cette prison où on a quand même plus de 3000 détenus d'anciens combattants de l'État islamique. Et on a la prison de Shedadeh. Donc là, on parlait uniquement 120, 117 à 120 prisonniers de l'État islamique. Et de la même manière, donc, les gardes ont fui la prison et finalement, c'est les gens qui sont rentrés dans la prison et qui ont libéré les prisonniers. Il faut insister sur le fait que les prisonniers qui ont été libérés dans la prison de Shedadeh ont été donc l'armée assyrienne n'était pas encore déployée sur place, donc les détenus ont été transférés par la population dans des endroits sécurisés dans la ville. Donc ça pouvait être la mosquée, chez certains habitants qui avaient la place de les recevoir, et ils ont donc été tenus par la population pendant 1 ou 2 jours, le temps que l'armée syrienne se déploie et qu'ils puissent remettre ces détenus à l'armée syrienne. On sait que 80 détenus ont été rendus par la population le lendemain de l'évasion de la prison à l'armée syrienne, et qu'ensuite des ratissages et des opérations de sécurité ont pu permettre de récupérer une vingtaine. Donc finalement, cette espèce de chaos dans les institutions carcérales a pu être évité. Alors maintenant, la situation dans le camp de Al-Hol, qui compte encore 23 000 pensionnaires, c'était une situation extrêmement tendue sous les Kurdes, où il y avait beaucoup de défiance face au gardiennage kurde, avec des tensions et des combats réguliers. On retrouvait dans le camp beaucoup d'armes à chaque opération de sécurité. Actuellement, la situation est relativement calme. Il y a eu un espace de 2 heures entre la fuite des gardes kurdes et l'arrivée des forces du gouvernement syrien. Pendant cet intervalle de 2 heures, certaines familles ont essayé de fuir. Beaucoup d'entre elles ont été récupérées. On parlait de quelques dizaines de tentatives d'évasion, donc ce n'est pas non plus énorme. Et là, pour l'instant, la population du camp est sous contrôle de plusieurs milliers de forces de sécurité de Damas. La troisième et dernière chose, c'est la question donc des prisonniers, des 7000 prisonniers qui restent encore dans les prisons sous contrôle des Kurdes, des forces kurdes. Eh bien là, c'est là que les Américains ont lancé une énorme opération de transfert de ces prisonniers vers l'Irak. C'est une opération qui fonctionne pour ce moment relativement bien, malgré les intempéries et les délais dans la logistique. On en serait à plus de 2000 prisonniers déjà transférés vers l'Irak. Et donc ce transfert devrait se terminer dans le courant de la semaine prochaine. Évidemment, c'est un transfert à haut risque. Et l'État islamique vise et le déclare sur ses réseaux donc des attaques des prisons et de ces opérations de transfert avant que ces populations d'anciens prisonniers soient hors de portée pour l'organisation. Mais la protection évidemment de ces installations maintenant est maximale avec un déploiement de forces spéciales françaises et américaines notamment sur place. Donc on estime que finalement il n'y aura pas de brèche sécuritaire et que la situation est plutôt bien sous contrôle. L'accord global du 29 janvier 2026 prévoit l'intégration des combattants des FDS au sein de l'armée nationale syrienne. Si cette fusion est présentée comme le gage d'une stabilité retrouvée, elle soulève des défis majeurs de désarmement, démobilisation et réintégration, DDR. Selon vous, quels sont les risques de voir émerger des enclaves au sein de la chaîne de commandement? Peut-on réellement transformer des combattants formés à la guérilla et imprégnés d'une idéologie autonome en soldats réguliers loyaux à l'État central? Est-ce que le PKK pourrait être tenté d'instrumentaliser l'intégration des FDS en 4 brigades dans l'armée syrienne pour continuer à utiliser la Syrie comme base arrière pour ses actions? Votre question pose 2 points extrêmement importants. Le premier point, c'est l'intégration, la capacité d'intégration par le ministère de la Défense de combattants ayant appartenu à des factions ou à des groupes politiques différents. On a vu que HTS, déjà du temps de son contrôle d'Idlib, a réussi à réformer ses forces armées et à élargir au-delà du contingent initial des forces HTS en intégrant d'anciennes brigades de l'ASM. Et donc, ils ont réussi à le faire en mettant en place tout un cursus d'école d'officiers et qui ont permis ensuite un système de rotation des commandements de ces différentes unités, si bien que à l'aube de l'attaque contre le régime syrien en décembre 2024, on a des forces
dont les parcours sont extrêmement hétérogènes, extrêmement variés, mais qui répondent à un même commandement et de manière assez disciplinée arrivent à faire cette opération et cette manœuvre vers Damas fulgurante. Depuis décembre 2024, on assiste à la reconstruction de l'armée syrienne et à une professionnalisation qui va très vite. On voit très bien la différence entre l'armée syrienne qui se déploie à Souda en juillet et ces divisions syriennes qui manœuvrent dans le nord-est syrien depuis 3 semaines maintenant. Elles sont bien professionnalisées. On peut voir sur place une police militaire, une forte défense de sécurité générale, donc l'implication du ministère de l'Intérieur aussi pour contrôler les soldats. Et toutes ces divisions sont passées par des écoles d'officiers basées à Homs et à Damas notamment, qui ont permis une reprise en main et donc des chaînes de commandement assez efficaces. Donc Damas estime, basé sur cette expérience, qu'ils ont totalement la capacité de contrôler les effectifs des 4 brigades euh, composées de Kurdes. La composition de ces brigades donc, dépend des listes que les Kurdes vont proposer. Évidemment, ils vont proposer des listes de noms forcément qui les arrangent. Et c'est là-dedans que peut-être le PKK pourra positionner des combattants. Mais un vetting sera fait par Damas, basé sur ces listes. Ensuite vient la question de la nomination des officiers. Les officiers, de la même manière, doivent être décidés par des commissions mixtes, euh, kurdes liées au leadership kurde syrien et à Damas. Là, évidemment, le parcours des futurs officiers va être soigneusement étudié. Et enfin, là où peut-être les choses sont plus importantes, c'est le commandement de ces brigades dépend du commandement des divisions où elles sont rattachées. La brigade de Kobané va être rattachée à une division de Alep. Les 3 brigades de Hassaké vont être rattachées à à une division mixte de Hassaké, où vous aurez également d'autres brigades arabes qui vont composer cette division. Et évidemment, le commandement divisionnaire, lui, va être sous contrôle du ministère de la Défense. De plus, et enfin, Damas a vocation à faire tourner ces brigades sur l'ensemble du territoire. Peuvent être envoyées sur la côte, dans le sud, Soueda, positionnées à Homs. Et donc Damas pense qu'à terme, ils vont réussir finalement à utiliser au mieux ces forces combattantes kurdes et à casser tout système d'autonomisation de compagnie ou de section locale. Enfin, la deuxième partie de la question, peut-être la plus politique, c'est comment le PKK peut stratégiser comment le PKK, pardon, peut rester en Syrie. Donc pour l'instant, s'aperçoit que le leadership du PKK est assez marginal dans les prises de décision. Le leadership kurde syrien est vraiment à la manœuvre derrière Mazoum Abdi. L'ensemble des postes civils, gouverneurs d'Assaké, différentes positions que les Kurdes syriens sont en train de récupérer, c'est plutôt des Kurdes syriens liés à Mazoul Abdi qui les récupèrent, et non pas donc des membres durs du PKK. Et enfin, c'est possible que le PKK reste dans le nord-est syrien, dans les bastillons kurdes, mais ce sera probablement sous forme de cellules clandestines qui mèneront un travail politique au niveau local, comme ils l'ont toujours fait depuis Hafez al-Assad, depuis 1979, et non pas à l'intérieur de formations militaires contrôlées par le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur. Donc évidemment, on n'est pas encore à la fin du PKK en Syrie, même si on estime qu'il risque d'avoir un retrait du PKK, des troupes étrangères du PKK. On parle de 1500 combattants étrangers, turcs, irakiens et iraniens, vers Kandil. Et probablement le PKK entend leur redéploiement bientôt dans le Kurdistan iranien. Ils estiment que l'Iran est peut-être un nouveau terrain d'intérêt pour eux. Mais en Syrie, en tout cas, le PKK est contraint par la recomposition d'une scène politique kurde locale syrienne qui est en train de se faire en ce moment, où ils font face également à des formations politiques qui reviennent du Kurdistan irakien. Et évidemment, cela va réduire l'espace politique du PKK dans le nord-est syrien.